Un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui les amis, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Coucou mes petits enchanteurs, comment ça va ce matin, ce dimanche 26 mai 2024? Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, et non, aujourd'hui on fête la fête des mamans. Waouh! Alors les mamans dans toutes leurs coutures, que ce soit des mamans de cœur ou des mamans de sang, c'est important de dire je t'aime à sa petite maman chérie. Et donc j'espère que ma petite maman passera également pendant la matinée de cette émission pour que je lui fasse aussi de gros poutou à l'antenne, et oui! Et bien sûr, comme chaque dimanche matin, nous allons avoir de jolies pépites. Vous savez, il y a la toute nouvelle émission, Le secret des plantes, en compagnie de Cadarne, de Abyss et de Sylvain, qui vont nous concocter, une jolie histoire autour de la plante le lys. Le lys, c'est une plante magnifique, mais hélas pour moi, j'adore cette plante, mais je ne peux pas m'y approcher parce que je suis allergique au lys. Et oui, ça c'est assez particulier. Je suis une reine dingue d'histoire de France, de château et tout. Et je peux pas m'approcher de la fleur des rois. Et c'est ça qui est un peu triste à mon sens, mais bon, c'est comme ça. Bref, donc vous allez voir cette jolie chronique autour du lys. Et vous verrez, franchement, ils ont encore fait de belles choses pour ce dimanche matin. Mais il n'y a pas que le secret des plantes. Et non, même c'est une toute nouvelle chronique que je trouve personnellement vraiment magnifique. Donc encore big up et bravo à toute la team de Cadarne pour tout ce qu'ils font autour de cette chronique. Non, il y a aussi Mimi qui va nous proposer un retour vers le passé ce matin. Alors, elle va nous présenter Hathor. Qui est Hathor? Personnage énigmatique, fantasque ou mystique? Mystère et boule de chewing-gum. Moi, je vous le dis, mystère et boule de chewing-gum. Je ne connaissais pas du tout Hathor, à part Albator, mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je vais mettre la chanson Albator après? Non, je vous rassure, je ne l'ai pas mis, mais je me suis dit quand même, ça aurait été un peu marrant. Bref, vous allez tout découvrir dans l'émission, bien évidemment, la chronique de Mimi Mireille, Retour vers le passé, donc Hathor. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? Bonne question. Et bien sûr, à partir de 10h30, nous aurons l'immense bonheur de retrouver Agnieszka du Miroir des Contes. Et aujourd'hui, elle va nous parler d'un conte qu'on aime tous beaucoup. Mais il y a plein de secrets autour de ce conte. Il y a plein de choses que l'on ne sait pas. Et donc, elle va nous parler de la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant. Ça promet du bouillon. Et ensuite, vers 11h15, 11h20, nous aurons l'immense bonheur de finir l'émission en compagnie de Lunaya avec son boudoir aux potions. Et oui, et elle va nous parler de l'amitié. Tiens, l'amitié. Ça existe l'amitié également entre enfants et maman, mais bien sûr que ça existe. Moi, ma maman, c'est aussi ma meilleure amie. Ma meilleure amie. Donc non, Lunaya, je n'ai pas mis cette chanson non plus. Décidément, j'ai envie de mettre des chansons qui n'ont rien à voir avec l'univers de la radio. Mais c'est parce que je suis très éclectique dans ma programmation musicale, entre autres. Mais avant que l'on ne commence tout ça, on va faire coucou aux enchanteurs qui sont arrivés sur le chat. Et vous êtes pas mal, vous commencez à arriver les uns après les autres, c'est merveilleux. Bien sûr, le premier qui a été présent, c'est Draco. Il y a aussi Flash qui est passé au tout début, notre jolie louve enchanteresse du royaume d'Antasia. Donc plein de gros bisous à Flash. Et bienvenue bien sûr à Draco. Bienvenue également à Vera qui vient d'arriver. Coucou Vera. Ça fait plaisir de te voir. Coucou à Robert. Hello Robert. How are you Robert? Et ça y va les poussins d'étoiles. Il y a Lunaya qui est là également. Gros bisous à toi Lunaya. Il y a Mimi Mireille. Hello Mimi. Mimi chérie.
Il y a également Cadarme qui est là. Coucou Cadarme, comment ça va? Est-ce que ça roule en ce matin sur Fantasia? Et oui, puis il y a aussi Abyss qui est là. Coucou ma petite Abyss chérie, ça va bien, ça roule? Encore bravo pour votre chronique, hein. Vous allez voir ce matin, le lys, ça y va du bouillon. Il y a également Althea qui est là. Coucou ma petite Althea chérie, ça va bien? Il y a aussi Isilian. Hello Isilian, le meilleur pour la fin. Are you fine? Yeah! Donc les amis, venez nous rejoindre sur le chat. Bien sûr, pour aller sur le chat, c'est très très simple. Il suffit d'aller sur radioantasia.fr, soit via votre ordinateur, votre tablette, ou même si vous avez téléchargé l'application sur votre smartphone, eh bien vous allez donc sur l'application, vous écoutez la radio et vous allez dans le petit onglet chat, vous mettez votre petit pseudo magique qui est comme par enchantement. Et oui, comme par enchantement, vous êtes connecté avec les enchanteurs du chat pour pouvoir papoter et nous faire découvrir plein de belles choses enchanteresses. Ça vous tente, oui? Et je peux vous dire que ça n'arrête pas de papoter depuis tout à l'heure. Waouh. Punaise de chez punaise. Et oui, mais il y a du monde. Mais oui, mais ça papote. Bref, on va commencer donc l'émission avec la chouette chanson. Et oui, la chouette chanson, comme c'est un jour très spécial, c'est le jour de la fête des mamans. J'ai trouvé une petite pépite et je ne vous dis que ça. Et la chanson s'appelle Maman, ma plus jolie chanson. Donc on va être là, on va écouter tout tranquillou. Et ensuite on va entendre Mimi Mireille avec son retour vers le passé. Une petite pause musicale tranquillou. Puis ensuite le secret des plantes. Et enfin, nous allons faire accueillir notre merveilleuse et enchanteresse Agnieszka à l'antenne. Je vous souhaite une très très bonne matinée à toutes et à tous et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le chat pour papoter avec les enchanteurs et les amis. Gros bisous à tous et bonne matinée. Ciao. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Je ne vous apprends rien en vous disant que nous sommes déjà le dernier dimanche du mois. Qui dit dernier dimanche du mois, nous allons aborder pour la dernière fois le thème de l'amour et on sera en compagnie d'un personnage mythologique féminin. Ce matin, je vais vous parler d'Hathor. Mais avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet ou cours selon les cas. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien en vous disant que nous allons retourner au cœur de la mythologie égyptienne. Hathor est la déesse du ciel. On la nomme également la dame d'Andera. D'Andera, ça s'écrit D-E-N-D-E-R-A. Hathor est représentée avec un disque solaire entre deux cornes de vache sur sa tête. Hathor représente la mère par excellence, mais aussi l'ivresse du plaisir, l'amour et la fertilité. Si cela peut vous aider, les Grecs ont identifié notre ami Hathor à Aphrodite. Hathor vit en Nubie, à l'époque du règne de Rê. En ce temps-là, on disait d'Hathor qu'elle était la maîtresse du pays de Punt. Punt, ça s'écrit P-O-U-N-T. En Somalie, on dit également qu'Hathor est la maîtresse du pays de Mafkat. Et pour finir, dans la région du Sinaï, on dit qu'Hathor est la dame de Byblos. En Félicie, toujours notre ami Hathor, il y a une légende la concernant. Une légende osirienne raconte qu'elle est une lionne sanguinaire. On peut lui donner le nom de Ney, N-E-I-T-H, Ney, qui veut dire la terrifiante. Mais pourquoi ce nom, alors qu'elle est la déesse de l'amour? Parce que Hathor portait des flèches et un bouclier. Rê aimerait avoir Hathor auprès de lui. Pour ce faire, il envoie Shun, alors Shun ça s'écrit S-H-O-U,
le dieu de l'atmosphère, et Thoth, qu'on ne présente plus, le dieu lunaire, pour la chercher. Tous deux ont réussi à la persuader d'aller en Égypte en argumentant que l'Égypte est un pays de joie et de vin. Depuis qu'Hathor est en Égypte, elle perd sa sauvagerie et elle devient déesse de la grâce et du sourire. Une véritable métamorphose s'est opérée en elle. Hathor sera proclamée la maîtresse de l'allégresse et souveraine de la danse, la maîtresse de la musique, souveraine du chant, la maîtresse des sceaux et souveraine de l'enlacement des guirlandes. On peut trouver Hathor sous la forme d'une vache, ou alors avec une tête humaine, des cornes, des oreilles de vache et de longues tresses. Hathor est la déesse des vivants. Avec son lait, elle nourrit tous les vivants. On peut la voir représentée en présentant son sein au roi qu'elle tient assis sur ses genoux. On peut la voir également sous la forme de vache qui se laisse téter par Pharaon. Hathor préside la toilette des femmes, elle est même très populaire. Hathor est connue comme la déesse de la joie et de l'amour. Son temple est un lieu de vie agréable et le séjour de l'ivresse. Hathor aime se transformer en instrument de musique et notamment en sistre pour écarter les mauvais esprits. Hathor est bienveillante envers les vivants, mais également envers les morts. Hathor porte aussi le nom de la reine de l'Occident. Quand on l'appelle ainsi, c'est qu'elle garde la nécropole de Thébène. Son principal sanctuaire est à Dendera. Là-bas, on l'adorait, elle, ainsi que son mari Horus. Alors Horus, vous vous souvenez, ce dieu protecteur des pharaons, on en a déjà parlé en avril de cette année. Alors maintenant, je vais vous lire un petit mythe de Rê que je trouve intéressant et on peut voir une des facettes de notre ami Hathor et qui n'est pas des moindres. L'œil de Rê est identique à Hathor. Lorsque Rê se fait vieux, les humains commencent à comploter contre lui. Furieux d'apprendre cela, il envoie l'œil divin, la terrifiante puissance de feu du soleil, pour anéantir les hommes. L'œil prend la forme d'Hathor, qui, sous l'apparence de la lionne Sekhmet, Sekhmet qui veut dire la puissante, se jette sur les pécheurs, hommes et femmes, et les massacre. Puis, Rê décide que le carnage a assez duré, et pour mettre un terme à l'incessant massacre, Rê inonde les champs de bataille de milliers de cruches d'un mélange de bière et de jus de grenade. Croyant qu'il s'agit de sang, la sanguinaire Sekhmet avale tout le breuvage. Ivre, elle ne peut continuer son combat et se transforme pour recouvrir l'apparence de la belle Hathor. En mémoire de cette anecdote, des cruches de vin et de jus de grenade étaient servies chaque année lors de la fête d'Hathor. J'espère que ce rendez-vous vous aura convenu. Les informations que je vous ai données dans cet audio, je les ai trouvées entre autres dans le livre des mythologies du monde de Fernand Conte. Je ne vous présente plus maintenant ce livre. Je vais vous laisser en compagnie d'Alina, mais avant de ce faire, je vous souhaite une agréable journée, une belle semaine, prenez bien soin de vous, et je vous dis à dimanche prochain avec un nouveau personnage historique, mais également avec un nouveau thème, car nous serons déjà au mois de juin.
Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Le secret des plantes sur Radio Antasia. Aujourd'hui, dans le secret des plantes, le lys. Cadarne, on fait un cours de thanatopraxie aujourd'hui ? Non, Abyss, pourquoi ? Bah, c'est le cercueil là, c'est bizarre, c'est quoi ? Ah, ça ! Bah, c'est le lit de Sylvain. Bah, enfin, quand même. Des dents pointues, des envies de sang de betterave, des longues virées nocturnes. Tu vois, je vais en venir. Ah, c'est bon, je vois ce que tu veux dire. C'est un fêtard, c'est un tougher. Eh ben, Sylvain cache bien son jeu. Presque. Enfin bref, parlons un peu de la fleur de lys, avec ses pétales élégants et majestueux, sa riche histoire souvent utilisée comme emblème par de nombreuses civilisations à travers le monde, associée à des notions de pureté, de royauté, de noblesse, de spiritualité, bref. Passons à la chronique. Habitat. Ces plantes à bulbes prospèrent naturellement dans les régions tempérées de l'hémisphère nord. Elles sont principalement présentes en Europe, mais également en Asie, de l'Inde jusqu'au Japon et aux Philippines. Et leur aire de répartition s'étend également aux États-Unis et au sud du Canada. Les espèces du genre Lilium préfèrent généralement les zones humides des milieux forestiers, souvent en altitude, bien qu'on les trouve parfois dans les prairies ou des marécages. Quelques espèces sont épiphyètes, tandis que d'autres poussent sur les rochers. De nombreux hybrides de Lilium ont été créés, ajoutant leur éclat de couleur au jardin du monde entier. Propriétés médicales. Les pétales de lys, généralement du lys blanc, étaient autrefois macérés dans de l'huile d'olive pour traiter les brûlures, bien avant l'utilisation du tulle gras. Selon une étude ethno-botanique menée par Françoise et Grégoire Nicolier de Bagne, en Suisse, publiée en 1984, les feuilles de Lilium bulbiferum étaient appliquées sur la peau pour soigner les infections. Cuites avec du pain blanc et du lait, ces feuilles produisent une pâte utilisant pour traiter les abcès. En eau florale, sa propriété est d'atténuer les rides. Note, pensez à en préparer, recette détaillée plus bas, et de lutter contre des taches et de la coupe rose. La fameuse carte des vins dessinée sur certaines joues. Propriété magique. Pour rompre les envoûtements amoureux, on peut utiliser un oignon de lys, idéalement récolté lors de la conjonction de Vénus et de la Lune dans le signe du Capricorne ou des Balances. Il sera ensuite placé dans un petit sachet et porté autour du cou de la personne envoûtée. Vous conviendrez que cela n'est pas bien pratique, mais il est possible de le faire sécher, le réduire en poudre ou en petits morceaux pour faciliter son port. Les lys servent également à composer des parfums à brûler, et lorsqu'ils sont utilisés en fumigation dans une pièce peinte de blanc, ils la rendent alors propice aux manifestations astrales. Ainsi, il peut être utilisé pour obtenir des indices sur un crime resté impuni, et cela même s'il a été commis il y a longtemps. On peut enterrer un vieux morceau de cuir sous 3 bulbes de tailles inégales. Au moment où les 3 fleurs commencent à faner, le pollen qui tombera de leur pistil révélera alors le nom de l'assassin sur le sol. Dans les croyances sorcières, on dit aussi que le premier lys blanc de la saison, s'il est trouvé à l'état sauvage évidemment, apporte force et succès à l'homme qui le trouve, tandis que pour la femme, il offrira sagesse et modestie. Héraldique. Le lys apparaît très tôt dans la Bible comme un symbole traditionnel du peuple d'Israël, mentionné dans le Cantique des Cantiques 2.1 comme un lys des vallées. Sous l'Empire romain, le lys à 6 pétales était gravé sur les tombeaux juifs des catacombes, conduisant à la stylisation de l'étoile à 6 branches.
Dans la tradition chrétienne, le lys est un symbole associé à la Vierge Marie et à la pureté. Cette association est également présente dans la poésie amoureuse de la Renaissance, où les poètes louaient la blancheur du lys, souvent en relation avec la beauté féminine. J'ai vu ta blancheur qui surpasse les lys cueillis sur le Parnasse. C'est beau ça, hein? La représentation de la fleur de lys, comme nous la connaissons aujourd'hui, serait apparue il y a plus de 1500 ans. Les premières traces du lys, telles que nous le connaissons, se trouvent dans le baptême de Clovis. Pour rappel, Clovis a été couronné en 481. Il est alors le premier roi de l'histoire de France. Il est le premier souverain chrétien du royaume des Francs. Et encore cette voix. Lors de ce fameux baptême, Clovis, qui est issu de la dynastie des Mérovingiens, reçoit un cadeau directement des cieux, un lys d'or, présenté par un ange. Ouais, rien que ça. Hein. Cet événement, synonyme de la purification de l'âme de l'homme, et plus largement de celle de tout son peuple. Au XXe siècle, la fleur de lys est devenue un emblème du scoutisme, utilisé pour représenter la droiture, la connaissance du monde et la capacité à s'orienter. Des qualités inculquées aux jeunes scouts. Elle est maintenant présente sur la plupart des emblèmes des associations scouts à travers le monde. Symbole à l'international. Le lys blanc a été l'emblème floral du Québec de 1963 à 1999. Il a été depuis remplacé par l'iris versicolore. De plus, le lys des prairies est l'emblème floral de la province de Saskatchewan. Et le lys bosniaque a été utilisé comme symbole national sur l'ancien drapeau de la Bosnie-Herzégovine. Toujours en parlant des pays étrangers, les lys au Japon, les yuri, sont connus pour être une plante à fleurs à la fois captivante et élégante. Elle revêt une valeur culturelle et historique importante au Japon. Avec ses grandes fleurs parfumées de différentes couleurs, dont le blanc, le rose, le jaune, le rouge, il n'est pas surprenant qu'elle soit appréciée dans les jardins et les parcs du Japon. Dans la culture nippon, le lys est un symbole de pureté, de renouveau et de renaissance. Il est aussi souvent associé aux enseignements bouddhistes, de l'illumination et de l'impermanence de la vie. Les lys sont couramment utilisés dans les diverses cérémonies, telles que les mariages, les funérailles ou autres occasions spéciales. Offrir un lys de Pâques en cadeau est considéré comme un geste d'amour et de respect envers le destinataire. On pense que cette plante peut apporter chance et bonheur aux maisons où elle se trouve. Légende courte. Promis. Chez les Grecs, la fleur de lys est considérée comme la fleur des fleurs. Dans leur mythologie, cette fleur était associée à Héra, déesse de la femme et de la maternité. Selon la légende, Zeus, l'époux de Héra, dont le désir est insatiable, a eu un fils avec une mortelle. L'enfant qui naquit de cette union fut Héraclès. Et pour que le petit garçon devienne immortel comme son père, Zeus le fit allaiter par Héra. L'enfant aurait tété si vigoureusement que des gouttes de lait se répandirent dans le ciel, créant ainsi la Voie lactée, et au sol donnant naissance au lys blanc. Dans la mythologie romaine, le lys était associé à la déesse Junon, protectrice des femmes mariées. Instant christique. La Vierge Marie choisit Joseph comme époux parce qu'il tenait un bâton orné d'une fleur de lys. Quant à saint Thomas, doutant de la mort de Marie, et donc de l'Assomption, fit ouvrir son tombeau. Il y trouva des lys et des roses, resplendissants et embaumant d'un parfum divin. La fleur de lys porte une signification riche en symboles, souvent reliée au langage des fleurs. Sa blancheur incarne la pureté, l'innocence et la virginité, des qualités qui expliquent pourquoi elle est fréquemment utilisée pour décorer les églises et les cérémonies de mariage. Le lys évoque ainsi l'amour pur et la noblesse des sentiments, des termes intimement liés au mariage. Au-delà des unions sacrées, le lys trouve aussi sa place dans les cérémonies funéraires, où il symbolise la purification de l'âme.
avant son entrée au paradis. Sa présence apporte une touche de sérénité au milieu du deuil, rappelant la paix qui accompagne la transition vers l'au-delà. Conclusion. Ainsi s'achève notre exploration, fleur marquant l'histoire, et fascinant par sa beauté et sa symbolique. Quel secret nous cache-t-il encore ? Pour le découvrir, n'oubliez pas notre PDF. C'est toujours gratuit. Le secret des plantes sur Radio Fantasia. Replay, ça s'est passé sur Radio Fantasia. Radio Fantasia. Et oui les amis, Mystère et Magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Et il est. Eh ben, il est 10h30 et oui, et je suis en compagnie donc d'Agnieszka. Coucou Agnieszka. Coucou Alina. Oh, c'est merveilleux de t'entendre ma pupuce. Moi aussi, je suis très heureuse. Donc on te retrouve pour la chronique autour des contes. Et ce matin, tu vas donc nous parler de La Belle au bois dormant. Oui, bien sûr, j'ai trouvé des pépites et des secrets. Mais écoute, on t'écoute, on est tout oui. Eh bien, bonjour à tous, chers amis enchanteurs. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du conte légendaire de La Belle au bois dormant. Et dans mes recherches, j'ai trouvé en fait plusieurs versions. Alors, celle qui est la plus connue est celle de Charles Perrault. Charles Perrault, XVIIe siècle, c'est un écrivain, mais c'est aussi un homme d'État chargé par Colbert de la politique artistique et littéraire de Louis XIV en tant que secrétaire de la Petite Académie. Il est également contrôleur de la surintendance des bâtiments du roi. Et donc, dans la version de Perrault, qu'il a écrit en 1697, dans les contes de la mère Loi, il existe en fait deux parties. La première partie que tout le monde connaît s'arrête au réveil de la princesse par le prince et tout le château se réveille en même temps. Ils se marièrent et furent heureux pour toujours. Eh bien, Charles Perrault, il continue l'histoire dans une ambiance plutôt glaçante dont je vais un peu dévoiler dans un instant. Il faut savoir aussi que Charles Perrault, ce n'est pas lui qui a inventé complètement l'histoire de La Belle au bois dormant, puisqu'il s'est inspiré d'un conte italien de Giambattista Basile qui s'intitule Soleil, Lune et Thalys. Thalys était le nom de la princesse. Soleil et Lune étaient le nom des enfants qu'elle a eus avec le prince. Alors, ce conte italien est aussi encore plus dur et même plutôt cruel. Il fait pas du tout rêver. Alors là, je vais revenir sur le conte de Perrault avant de parler de ce conte italien. Voilà. Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfants, si fâchés qu'on ne saurait dire. Enfin, pourtant, il leur naquit une fille. On fit un beau baptême, on donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Il s'en trouva 7. Voilà, dans le conte de Perrault, il y a 7 fées. Afin que chacune d'elles lui fasse un don. Comme c'était la coutume des fées en ce temps-là, la princesse eut par ce moyen toutes les perfections imaginables. Après les cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi où il y avait un grand festin pour les fées. Et on mit devant chacune d'elles
un couvert magnifique avec un étui d'or massif où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau d'or fin garni de diamants et de rubis. C'était le symbole royal aussi pour récompenser les fées. Mais comme chacun prenait place à table, on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait point priée parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était pas sortie d'une tour et qu'on la croyait morte ou enchantée. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'eut pas moyen de lui donner un étui d'or massif comme aux autres, parce qu'il n'y en avait que 7 pour les 7 fées. La vieille fée crut qu'on la méprisait. Elle commença à grommeler quelques menaces entre ses dents. Et une des jeunes fées marraines qui se trouvait auprès d'elle, elle l'entend et elle pense qu'elle pourrait donner quelques fâcheux dons à la petite princesse. Alors, elle alla se cacher derrière la tapisserie afin de parler la dernière et de pouvoir réparer autant qu'il lui serait possible le mal que la vieille fée pourrait faire. Donc cette jeune fée, elle a comme une prémonition. Elle sent que, oh, cette vieille fée, voilà, je ne la sens pas trop. Cependant, les fées, elles commencent à faire leur don à la princesse, et à un moment donné, la vieille fée arrive, et elle dit, en branlant la tête encore plus de dépit que de vieillesse, que la princesse percerait la main d'un fuseau et qu'elle en mourrait. Ce fut terrible, évidemment. Et c'est à ce moment-là que la jeune fée sortit derrière la tapisserie et elle fait le contresort. Et elle dit, rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra point. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La princesse percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. Donc, au bout de 15 et 16 ans, le roi et la reine étant allés à une de leurs maisons de plaisance, la jeune princesse, un jour, malheureusement, elle arrive en haut d'un donjon et elle voit une vieille femme qui filait sa quenouille et elle ne fait pas attention. Et à ce moment-là, eh bien, elle prend le fuseau et comme elle était fort vive, un peu étourdie, eh bien, à ce moment-là, elle se perce la main et elle tombe évanouie. Donc, la vieille dame qu'on voit en haut de la tour, ce n'est pas la méchante fée. C'est une vieille dame, en fait, qui n'avait pas entendu parler qu'il fallait interdire tous les fuseaux et quenouilles du royaume. Et à ce moment-là, donc, la jeune fée prit connaissance que la princesse était malheureusement était tombée et voilà, était endormie. Donc, elle fit en sorte d'endormir tout le château. Et donc après, alors que le roi et la reine, après avoir embrassé leur cher enfant, sans qu'elle s'éveillât, sortirent du château et firent publier des défenses à qui que ce soit d'en approcher. Ces défenses n'étaient pas nécessaires car il crut dans un quart d'heure, tout autour du parc, une si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces, d'épines entrelacées les unes dans les autres, que bête ni homme n'y aurait pu passer, en sorte qu'on ne voyait plus que le haut des tours du château, encore n'était-ce que bien loin. Donc là, jusqu'à présent, on connaît l'histoire. Au bout de 100 ans, le fils du roi qui régnait alors, qui était d'une autre famille que la princesse endormie, était allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c'était que ces tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Et donc chacun lui répondit selon qu'il en avait ouï parler. Les uns disaient
que c'était un vieux château où il revenait des esprits. Les autres, que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait et que là, il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour pouvoir les manger à son aise. Et sans qu'on pût le suivre, ayant le seul pouvoir de se faire un passage au travers du bois. Et donc le prince, eh bien, il insiste, il se dit, bon, eh bien moi je veux voir cette princesse. Et à ce moment-là, le prince, quand il commence à s'avancer vers ce château où il y avait nombre de ronces, eh bien les ronces s'écartent. Pourquoi elles s'écartent? Eh bien tout simplement parce que 100 ans s'étaient écoulés. Il est arrivé au bon moment et donc tout s'écarte de lui et il voit ce château qui ressemblait plutôt, c'était un silence affreux. Comme dit Charles Perrault, l'image de la mort s'y présentait partout et ce n'étaient que des corps étendus d'hommes et d'animaux qui paraissaient morts. À un moment donné, il passe une grande cour pavée de marbre, il monte l'escalier et il entre dans une chambre toute dorée. Il voit sur un lit, dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés, une princesse qui paraissait avoir 15 ou 16 ans et dont l'éclat resplendissait avec quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en tremblant et en admirant et se mit à genoux auprès d'elle. Et c'est à ce moment-là que la princesse se réveille. Donc, c'est vrai qu'on nous parle souvent du baiser du prince qui réveille la princesse. Eh bien, dans le conte de Perrault, pas du tout. C'est le fait qu'il l'ait vu, qu'il avait envie, voilà, qu'il est tombé amoureux d'elle, cet amour pur. Et à ce moment-là, ben, la princesse se réveille. Il a été envoûté par rien qu'à l'idée d'être en présence avec elle, en fait. C'est vachement beau. Voilà, c'est voilà, c'est l'amour pur, en fait, qu'il essaye Perrault d'écrire et de faire comprendre. Donc, voilà, la princesse se réveille. Cependant, tout le palais s'était réveillé avec la princesse à ce moment-là. Donc, chacun songeait faire sa charge et il mourait de faim, évidemment. Donc, voilà, tout le monde s'était réveillé. Et alors, le prince aida la princesse à se lever. Elle était toute habillée et fort magnifiquement, mais il se garda bien de lui dire qu'elle était habillée comme sa grand-mère. Mais oui, parce qu'il y avait plus de 100 ans. Elle avait une mode de 100 ans. Voilà. Et qu'elle avait un collet monté, il n'en était pas moins distingué. Ils passèrent dans un salon de miroirs et ils soupèrent, servis par les officiers de la princesse. Les violons et les hautbois jouèrent de vieilles pièces. Mais voilà, et après le souper, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château. Donc, jusqu'à présent, tout est merveilleux. Seulement voilà, c'est la deuxième partie qui est un peu moins, voilà, un petit peu moins, enfin que personne d'ailleurs n'a repris, hein, que ce soit Disney par exemple n'a pas du tout repris la deuxième partie, ni les frères Grimm, parce que c'était quand même assez, voilà, assez spécial. Alors le prince vécut avec la princesse plus de 2 ans entiers. Et ils ont eu en fait 2 enfants. Le premier fut une fille nommée Aurore et le second un fils qu'on nomma le jour parce qu'il paraissait encore plus beau que sa sœur. Seulement voilà, le prince, il avait une mère et cette mère avait des origines ogresses. Et donc il était marié avec le roi, son père. Voilà, parce qu'ils se sont mariés, voilà, sa mère ogresse, voilà, le roi l'avait épousée à cause de ses grands biens. Et on disait tout bas à la cour qu'elle avait des inclinations, des ogres, et qu'en voyant passer des petits-enfants, elle avait toutes les peines du monde à se retenir de se jeter sur eux. Et quand le roi, le père du prince, fut mort, ce qui arriva au bout de 2 ans, et qu'il se vit le maître,
il déclara publiquement son mariage avec la princesse et alla en grande cérémonie quérir la reine, sa femme, dans son château. Seulement, le problème, c'est quand il a ramené la princesse avec ses enfants, eh bien, sa mère, qui est d'origine ogresse, va essayer de manger ses petits-enfants et sa belle-fille. Donc, c'est assez cinglant. Mais ça finit quand même bien parce qu'il n'y a personne qui est mangé et c'est elle à la fin qui est punie. Voilà, je ne vais pas lire forcément tout le texte parce que voilà, si vous voulez découvrir l'histoire. Et puis bon, nous sommes quand même au petit déjeuner, donc c'est peut-être pas... Non, on n'a peut-être pas envie. Alors, ce qui est intéressant de ce que tu racontes, Aniska, c'est que effectivement, c'est une version, on ne connaît pas la suite. Nous, on s'arrête, en fait, ils vécurent heureux, eu beaucoup d'enfants, au niveau du bal et tout. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas la suite, on ne connaît pas l'origine du prince, on ne sait pas d'où il vient. Alors que là, tu nous expliques quand même qu'il a une maman ogresse, quoi. Il a une maman ogresse, oui. Et puis, elle essaye vraiment, parce que le prince, en plus, à un moment donné, comme il est devenu roi, parce que son père est décédé, il part faire la guerre. Et il laisse la régence à la mère, à sa mère, quand même d'origine ogresse, donc c'est d'une imprudence totale, je trouve. Et donc, sa femme, la princesse et ses 2 enfants, se retrouvent avec la méchante belle-mère, quelque part. Je pense qu'il y a un petit côté, un petit peu entre une rivalité entre la belle-mère et la belle-fille, moi, c'est ce que je vois dans les écrits. Et à un moment donné, la méchante reine, elle demande à son maître d'hôtel de manger au souper ses petits-enfants. Et le maître d'hôtel ne veut pas du tout. Il fait croire, en fait, à la reine il a tué des petits chevreaux, enfin voilà, pour faire croire à la reine qu'elle avait mangé vraiment ses petits-enfants. Et à un moment donné, donc elle croit et il cache les enfants, le maître d'hôtel, évidemment. Et un jour, la méchante reine, eh bien, elle dit à son maître d'hôtel, maintenant je voudrais manger la princesse, voilà, ma belle-fille. Et à ce moment-là, pareil, le maître d'hôtel, il cache la princesse, qui retrouve ses enfants, et il va tuer une biche et donc donner au repas justement à l'ogresse. Donc elle croit qu'elle mange sa belle-fille. Et puis à un moment donné, eh bien, voilà, elle pense que ça y est, elle est tranquille. Et un soir, elle entend dans les tours du château, elle entend un des enfants, un de ses petits-enfants, ils se disputaient, la petite Aurore avec le petit Jour qui se disputaient, et elle entend les voix de ses petits-enfants. Et à ce moment-là, elle découvre que voilà qu'on l'a trompée, et elle ordonne qu'on mette une grande cuve avec des serpents, des couleuvres, enfin, c'était pour les jeter en fait tous dedans. Voilà, une grande cuve qu'elle fit remplir de crapauds, de vipères, de couleuvres et de serpents pour y faire jeter la reine et ses enfants, le maître d'hôtel, sa femme et sa servante. Elle avait donné ordre de les amener les mains liées derrière le dos. Alors, ils étaient là et les bourreaux se préparaient à les jeter dans la cuve lorsque le roi, qu'on n'attendait pas si tôt, donc le prince devenu roi, il entra dans la cour à cheval. Il était venu en poste et demanda tout étonné ce que voulait dire cet horrible spectacle. Personne n'osait l'en instruire quand l'ogresse, enragée de voir ce qu'elle voyait, se jeta elle-même la tête la première dans la cuve et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu'elle y avait fait mettre. Le roi ne laissa pas d'en être fâché, elle était sa mère, mais il s'en consola bientôt avec sa femme et ses enfants. Voilà, c'est plutôt... rock'n'roll. Voilà, assez cruel, et je comprends. Oui.
que les autres, donc parce qu'il y a eu d'autres versions évidemment, les autres versions, donc par exemple des frères Grimm, il y a eu les frères Grimm, et il y a eu Walt Disney, il y a eu l'auteur-compositeur russe Tchaïkovski. Ils se sont tous arrêtés au réveil de la princesse et du château. C'est ça. Et je peux comprendre parce que ça fait pas rêver. Voilà. Et donc, Charles Perrault, pourquoi il a écrit cette histoire de Grèce et autres? Parce qu'il s'est inspiré de ce conte italien de Giambattista Basile, Soleil, Lune et Thalys, où là, c'est encore plus... Alors là, il y a rien, mais de chez rien, ça ne fait rien rêver, où là, c'est Soleil, Lune et Thalie. Donc, à la naissance de sa fille Thalie, donc la princesse s'appelle Thalie, un seigneur convoque les savants et devins du royaume pour prédire l'avenir de la petite fille. Il conclut qu'elle courra un grand danger à cause d'une écharpe de lin. Le seigneur bannit donc de chez lui tout ce qui ressemble à du lin, mais alors que Thalie est déjà devenue jeune fille, eh bien, à un moment donné, elle voit une vieille qui file le lin, et malheureusement, en prenant, elle veut faire pareil, et à ce moment-là, une écharpe de lin se plante sous son ongle, et elle tombe comme morte. Son père, désespéré, l'installe sur un fauteuil de velours, fait clore toutes les portes, et il quitte sa demeure. Alors là, c'est vraiment une cruauté absolue. Et un jour, un roi, alors là, c'est pas un prince, là, c'est un jour, un roi qui chassait, s'introduit à la suite de son faucon dans la demeure et découvrit Thalie. Il en tombe aussitôt amoureux et il la porta sur un lit où il cueillit les doux fruits de l'amour dans son sommeil. 9 mois plus tard, Thalie, toujours plongée dans sa léthargie, accouche d'un garçon et d'une fille. 2 fées apparaissent pour veiller à leurs besoins. Alors les fées, elles sont presque insignifiantes d'ailleurs dans ce conte. Et un jour, voulant téter les bébés, donc ils sucent le doigt de leur mère et ce faisant, ils évacuent l'écharde. Thalie se réveille et découvre stupéfaite ses enfants. Imaginez, elle s'endort, elle se réveille et elle se retrouve mère. Donc ce n'est pas le roi, ce sont ses enfants qui l'ont réveillée. Donc le roi, finit par revenir visiter la jeune femme et à son tour enchanté à la vue de sa progéniture. Et il nomme le petit garçon Soleil et la petite fille Lune. Puis il repart chez lui en promettant de revenir. Cependant, ce roi, il est déjà marié. Et sa femme, la reine, qui s'est rapidement doutée de quelque chose, finit par découvrir le pot-au rose de la bouche du secrétaire du roi. Elle envoie un messager à Thalie pour lui demander de faire venir ses enfants auprès du roi qui souhaite les voir, mais ordonne à son cuisinier de les tuer et de les faire manger par son époux. Le cuisinier, pris de pitié, accommode à leur place 2 chevreaux que le roi trouve fort à son goût, à la satisfaction perverse de la méchante reine. Enfin, de sa femme qui... La vengeance de la reine n'est cependant pas encore assouvie. Elle convoque Thalie et une fois en sa présence, elle se met à l'insulter et veut la faire brûler vive. Donc, à ce moment-là, malgré ses protestations d'innocence, évidemment, donc Thalie l'a pris de lui permettre d'ôter au préalable ses vêtements. Elle est quasiment nue lorsque surgit le roi qui découvre le spectacle. Sa femme l'informe avec hargne qu'il a dévoré ses propres enfants. Donc, furieux et désespéré, il fait subir à sa femme le sort qu'elle avait préparé pour Thalie, fait de même pour le secrétaire et veut faire brûler le cuisinier aussi. Ah, c'est pas triste, hein. Mais ce dernier lui démontre qu'au contraire, il a sauvé les enfants et les fait amener bien vivants devant lui.
Le roi le nomme alors chambellan pour le remercier. Il épouse Thalie et vit un long bonheur avec elle et leurs enfants. Donc, c'est vraiment la source de La Belle au bois dormant, et je vous dirais que, enfin, de Charles Perrault. Et on comprend pourquoi il a fait une deuxième partie, bon, pas aussi cinglante, hein, aussi dure. Après, nous avons la version, alors celle que je préfère, qui est des frères Grimm, qui a été écrit en 1857. Et là, il y a une différence, c'est que dans le conte des frères Grimm, il y a 13 fées, mais Grimm ne les appelle pas les fées. Il les appelle les femmes sages du royaume. Et en fait, dans l'histoire, tout à fait au début, c'est une grenouille qui va prédire en fait à la reine qu'elle va mettre au monde une petite fille. Donc j'ai trouvé ça très, très rigolo. Donc la prédiction de la grenouille se réalisa et la reine mit au monde une fille qui était si belle que le roi en fut rempli de joie et fit donner une grande fête. Et ne fut pas seulement invité la famille, les amis, les connaissances, mais encore toutes les femmes sages du royaume pour qui l'enfant aurait de la grâce et de l'importance. Il y en avait 13 dans le royaume, mais comme il n'y avait que 12 assiettes en or dans lesquelles elle devait manger, eh bien l'une d'elles devait rester chez elle. Donc en fait, ils n'ont pas invité la 13e parce qu'ils n'avaient pas assez d'assiettes. La fête fut donnée avec faste lorsqu'elle se termina, avec les femmes sages vinrent offrir leurs merveilleuses offrandes. Donc là, dans Grimm, ce ne sont pas des dons, ce sont des offrandes. Et lorsque la 11e femme sage eut prononcé son offrande, entra brusquement la 13e. Elle voulait ainsi se venger de n'avoir pas été invitée, et sans saluer ni regarder personne, elle prononça d'une voix puissante: « La fille du roi se piquera avec un fuseau lors de sa 15e année et en tombera morte. » Et sans un mot de plus, elle fit demi-tour et quitta la salle. Et pareil, donc, la 12e femme sage, qui n'avait toujours pas prononcé son offrande, eh bien, elle fait le contresort. Et elle dit au roi et à la reine, elle ne tombera pas morte, mais dans un profond sommeil de 100 années. Le roi, qui voulut protéger sa chère enfant, fit promulguer un décret par lequel tous les fuseaux de son royaume devaient être brûlés. Alors, la différence avec Charles Perrault, justement, donc comme on dit, déjà c'est les fées, il y en a 13. Et ce qui est étrange, c'est que il y a aussi autour du château une haie d'aubépine qui commence à croître, qui chaque année devenait de plus en plus haute et qui enfin entoura le château, si bien que l'on ne pouvait plus rien en voir, pas même la flamme qui flottait sur le toit. C'est-à-dire que l'enchantement qu'il y a autour du château, ce ne sont pas des ronces, ce sont donc des roses d'épines. Et c'est pour ça que dans la version de Perrault, on l'appelle la princesse rose d'épines. Voilà, et c'est cela qui fait que 100 ans plus tard, il était impossible de pénétrer dans ce château, car les épines avaient comme des bras qui se tenaient fortement ensemble, et les jeunes jouvenceaux, comme dit bien Grimm, ils restaient accrochés sans pouvoir s'en défaire pour mourir d'une faim atroce. Donc il y a plein de seigneurs, de princes qui essayaient de pénétrer dans ce château et ils ne pouvaient pas du tout, ils mouraient malheureusement d'une faim atroce. Et puis, 100 années s'est écoulées, et bien là, le fils d'un roi qui arrive juste pile poil 100 ans après, et là, eh bien, les roses d'épines s'écartent en fait, pour le laisser passer. Là, tu vois, quand tu nous décris, parce qu'on a échangé avec Agnieszka pour préparer ta chronique, et ce que je t'avais dit, c'est que je trouvais que ce passage ressemblait énormément au château de la Belle et la Bête. Oui, tout à fait. Oui, complètement. Complètement.
Et la différence aussi, là, le baiser sur la bouche, donc là, le prince donne un baiser à la princesse, qu'il n'y a pas du tout dans le conte de Perrault. La différence, voilà, elle gisait là, si belle qu'il ne pouvait en détourner les yeux. Il se pencha et lui donna un baiser. Alors qu'il l'effleurait de ses lèvres, la princesse rose d'épines battit des paupières, se réveilla et le regarda avec affection. Alors aussi, la différence aussi dans Grimm par rapport à Perrault, c'est que les parents étaient aussi dans l'enchantement. Ils dormaient aussi dans le conte de Grimm. Ils étaient endormis comme avec les autres de la cour. Alors que Perrault, malheureusement, les parents ne sont pas endormis. Et du coup, ils ne verront jamais le réveil de leur fille. Donc j'ai trouvé ça un petit peu triste quand même de faire ce genre de version. Oui, parce qu'en fait, ils sont morts avant qu'elle puisse se réveiller. Ah voilà. D'accord. Alors, il existe également une autre version que je vais en parler dans un instant, mais en fait, il existe, oui, un conte vraiment oublié, et c'est elle qui a vraiment, je pense aussi, fait en sorte que La Belle au bois dormant même inspire aussi le compositeur russe Tchaïkovski. En fait, c'est une version complètement oubliée qui s'appelle La Princesse printanière. Elle a été écrite par la baronne Marie-Catherine d'Aulnoy, donc XVIIe siècle, 1652-1705. C'est une femme de lettres française, une grande conteuse, et elle est l'un des auteurs à l'origine du genre écrit du conte merveilleux. C'est elle qui a inventé le terme conte de fées, et qu'on trouve dans sa version, c'est elle qui invente le nom de la fée Carabosse. C'est elle qui a créé ce personnage et non Perrault, parce que je vois beaucoup, des fois, je sais pas, dans les expositions et autres, on va mettre la fée Carabosse de Perrault. Non, parce que Perrault, il n'a jamais donné de nom à la vieille fée qui jette un sort. Et dans la version de La Princesse printanière de Madame d'Aulnoy, on peut retrouver les écrits. On peut retrouver les écrits sur Internet. Vous tapez La Princesse printanière, vous allez avoir complètement l'histoire. Et dans cette histoire, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une vieille querelle entre le roi, le père de la princesse, et la fée Carabosse. Ça rappelle un peu le film un petit peu de Maléfique, d'ailleurs. C'est pour ça que je pense que les imagineurs de chez Disney se sont penchés certainement sur ce conte de la princesse printanière. Et donc, dans cette histoire, la princesse, au lieu d'être endormie, eh bien, les parents, le roi et la reine, vont l'enfermer dans une tour jusqu'à l'âge de 20 ans. Pour empêcher en fait qu'elle touche un fuseau, une quenouille. Donc ça m'a rappelé vraiment Réponse aussi, vraiment, dans la manière dont c'est décrit. Donc voilà la différence en fait avec le conte de Perrault et de Grimm. Et il y a aussi le compositeur russe Tchaïkovski. Donc lui, il s'est complètement inspiré de la version de Perrault, mais également de Grimm. Et là, il y a tout un... Voilà, la fin diffère avec les parents de la princesse, le roi et la reine ayant survécu aux 100 ans de sommeil pour célébrer le mariage de leur fille. Mais il y a une petite histoire, c'est surtout par rapport au nom de la princesse. Parce que, si vous avez remarqué, dans le conte de Perrault, la fille de la princesse s'appelle Aurore. Et en fait, Tchaïkovski a décidé de donner le nom de la fille à la mère, à la princesse. Donc la genèse, en fait, du nom de la princesse, on va récapituler. La princesse change de nom au gré des versions. On va revenir, donc Soleil, Lune et Thalie, elle s'appelle Thalie.
Perrault ne lui donne pas de nom, elle est simplement la princesse. Il nomme cependant la fille de cette princesse Aurore. Et donc Tchaïkovski, il transfère ce nom de la fille à la mère et nomme ainsi la princesse Aurore. Tout ce que fera Walt Disney après lui. Et quant au frère Grimm, eh bien, ils disent qu'on l'appelle Rose d'épine. Mais seulement à partir au moment où elle tombe endormie. Donc, le nom de Rose dans Walt Disney, parce qu'à un certain moment, quand la princesse, elle est dans la forêt cachée dans la forêt avec ses marraines et fées, eh bien, le nom de Rose que reprend Walt Disney, il l'a repris dans le conte de Grimm. Donc, c'est pas un hasard, waouh! Ce n'est pas un hasard que Disney, il s'est inspiré de Perrault pour prendre le prénom de la princesse Aurore, donc la fille de la princesse, donc il l'a donné à sa princesse, voilà, et Grimm, Rose. Donc il s'est inspiré des deux. Oui. Et en plus, Walt Disney, il a gardé la musique 70 ans plus tard de Tchaïkovski, qui se fond avec magie dans l'animation du dessin animé de 1959. Parce que ça aussi, c'est un chef-d'œuvre de l'animation. Voilà, c'est incontestablement le plus beau et le plus envoûtant des grands classiques Disney jusqu'alors, parce que c'est le véritable conte. Il y a une ambiance magique, somptueuse, les dessins aux couleurs célestes, l'histoire passionnante. On est vraiment dans l'époque médiévale qui plonge également vraiment dans une noirceur fascinante due au personnage de Maléfique. C'est l'un des protagonistes les plus charismatiques et envoûtants de Disney. Voilà, sans oublier les doublages, enfin voilà, les dialogues. Voilà, c'est un chef-d'œuvre musical parce que de Tchaïkovski qui ajoute évidemment une dimension supplémentaire encore plus grande. Walt Disney, quand il a vu le ballet de Tchaïkovski, enfin voilà, quand il a entendu la musique, il a dit non, on va pas inventer de musique. Parce que lui, il est quand même très spécialiste pour créer des sublimes musiques. Et là, il a dit non. Et quand vous voyez ce film d'animation 1959, quand vous voyez le personnage de la Belle au bois dormant et la musique qui va avec, les dessinateurs, ils ont bien fait attention à jouer avec la musique dans les mouvements de l'animation. Et c'est ça qui est beau. Et il y a par exemple un incroyable sans faute, parce que moi, par exemple, une des scènes finales la plus fascinante du dessin animé d'animation, quand la robe, elle devient bleue, rose, voilà. Alors moi, ce que j'en pense, en tous les cas, c'est un des plus beaux. Alors, c'est peut-être pas anodin que la robe aussi se transforme en couleur rose pour associer justement le nom du personnage, quoi. Exactement. Et oui. Aussi. Alors, ce que j'avais aussi trouvé hyper pertinent lors de nos échanges, donc Perrault, 7 fées, Grimm, 13 fées. Il existe entre 4 et 5 versions de ce conte. Dans celle de Perrault, de Grimm, on met vraiment en avant les couverts de la table en cadeau, comme si en fait le symbolisme autour de ce conte était de savoir recevoir ses invités avec bienveillance, même quand on n'a pas prévu un invité supplémentaire. T'expliquais qu'effectivement il y avait donc 12 couverts au lieu de 13, et c'est pour ça que la 13e fée, en colère, arrive alors qu'elle n'était pas prévue. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que... Oui. Il y a aussi autre chose que tu m'avais parlé, tu n'en as pas trop parlé ce matin, c'est la fameuse grenouille qui prédit le futur de la jeune fille. J'ai trouvé ce symbolisme autour de la grenouille assez intéressante, d'associer la grenouille. Ah bah si, je crois que je l'ai dit. J'ai pas entendu. Oui, j'ai dit... Je peux vous dire, il y a très longtemps, donc là c'est Grimm, il y a très longtemps, un roi et une reine s'alanguissaient de n'avoir pas d'enfant. Chaque jour, ils se lamentaient si nous pouvions avoir un enfant, mais ils ne pouvaient toujours pas en avoir. Un jour, cependant, alors que la reine était allongée dans son bain, une grenouille coassa dans la prairie et lui parla ainsi: « Ton vœu sera exaucé. Long à venir, tu mettras au monde une fille. » Mais oui. En fait, c'est ce que tu as dit au début. C'est pour ça. J'étais pas dedans. Je m'excuse. C'est pas grave. Voilà. Et donc, la prédiction de la grenouille se réalisa et la reine mit au monde une fille qui était si belle
que le roi en fut rempli de joie et fit donner une grande fête. Waouh. Il y a tellement de symbolisme autour de tous ces contes et je trouve ça dingue. On avait aussi échangé sur le fait que Disney avait pris donc un mix entre Grimm et forcément Perrault, donc Voilà. pour la version principale de La Belle au bois dormant, mais surtout pour la version de Maléfique. Là, ils se sont basés sur Madame d'Aulnoy, en fait, avec la création de la Fée Carabosse notamment. Oui, et d'ailleurs, si vous lisez justement La Princesse printanière, vous allez voir un petit peu le caractère en fait de la fée Carabosse qu'a décrit Madame d'Aulnoy. Il faut savoir que la fée Carabosse, en fait, la vieille querelle qu'elle avait avec le roi, c'est que le roi, quand il était petit, il avait mis du soufre dans la soupe de la fée Carabosse. Et depuis, elle lui voue une haine et une vengeance éternelle. Parce que ce genre de fée, si on la titille, eh bien, elle est dans la vengeance pour toujours. Et c'est ça qui est incontestablement, quand on voit la princesse printanière, elle continue, et elle est assez cruelle même. Hein. Et donc Disney, lui, il a repris, je trouve, hein, on retrouve des petites caractéristiques hein, quand même de Maléfique, hein, quand vous lirez le conte, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu long. Mais on retrouve complètement. D'ailleurs, dans la version de Madame d'Aulnoy, c'est 5 fées. Oui, il y a 5 fées, tout à fait. Beaucoup de numérologie, symbolisme autour des chiffres dans tous ces contes. Au passage, il y a Claude de la Corrèze, je crois, me semble-t-il, qui est là, qui te fait des gros bisous et qui te dit merci beaucoup Agnieszka. Ah, ben c'est très gentil. Et je l'embrasse aussi. Merci beaucoup de me suivre. Et on est tous enchantés par le chant des grenouilles. Hein. Par le chant des grenouilles. Oui, mais c'est vrai que la version, en fait, de La Belle au bois dormant des frères Grimm, bon, moi, c'est ma préférée, je le dis. Hein. Elle est plus courte et elle est surtout plus... voilà, il y a moins de choses sanglantes. Moi, la version avec l'ogresse et autres, moi, c'était pas forcément nécessaire. Et d'ailleurs, voilà... tous ceux qui ont pris la version de La Belle au bois dormant, ils s'arrêtent là, hein, en général. Et aussi, par rapport au film d'animation de Walt Disney de 1959, il faut savoir que Disney s'est inspiré, enfin les dessinateurs se sont inspirés d'une actrice célèbre pour faire le corps de la princesse Aurore, qui n'est autre que Audrey Hepburn. Waouh! Et oui, c'est Audrey Hepburn qui a servi pour le corps parce qu'elle avait, regardez bien, quand vous voyez le film d'animation Disney, regardez bien la princesse Aurore, quand elle danse par exemple dans la forêt, regardez, elle a exactement, je trouve, mais vraiment la même finesse. Regardez la finesse qu'elle a au niveau des poignets et on retrouve complètement Audrey Hepburn. Et par contre, ils ont pris une autre comédienne pour le visage qui s'appelle Helen Stanley. Et d'ailleurs, cette comédienne, elle a servi aussi également pour faire les autres personnages. Pour Cendrillon, elle a servi de modèle pour Cendrillon, donc pour la princesse Aurore et pour Anita dans les 101 Dalmatiens. Ah, ouais. Effectivement, oui. Helen Stanley. D'accord. Et d'ailleurs, il y a même les archives qu'on peut voir, même j'avais vu où il y a les dessinateurs qui sont là, et elle est complètement habillée, Helen Stanley, avec le costume de la princesse Aurore. Vous savez, elle a son petit corset noir, son petit chemisier, sa petite jupe grise. Voilà, et elle tourne comme ça dans la forêt, et on voit Helen Stanley qui tourne, qui a des gestes, elle est d'une grâce, mais d'une grâce, quand je la vois tourner, elle est d'une grâce, mais c'est d'une princesse. Et donc on voit les dessinateurs en train de prendre en fait, de dessiner les mouvements de la jupe, des cheveux. Enfin, je trouve ça extraordinaire, parce qu'à l'époque, c'était vraiment le dessin pur avec le crayon, et je raconte pas le travail qu'il a fallu pour faire un tel chef-d'œuvre.
Eh ben, franchement, un grand merci, un grand bravo, ma très chère Agnieszka, pour cette superbe chronique. N'hésitez pas, tu m'avais aussi dit donc Rose d'Épine, princesse Rose d'Épine en 1812. Oui. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir ce conte, donc Princesse printanière en 1600 de Madame d'Aulnoy, est également un magnifique conte à découvrir si vous aimez La Belle au bois dormant, les amis. Donc on te retrouve le mois prochain. Oui. Oh oh. Et quel conte vas-tu nous enchanter? Je dois le dire? Ah, j'aimerais beaucoup. Ça donnera envie aux enchanteurs comme ça. Donc je le dis. Oui. Je le dis. Allez. Eh bien, ça sera La Petite Sirène. Wow. d'Andersen. Oh oui. Et j'adore Andersen. J'adore en plus Andersen aussi. C'est magnifique. En plus, alors le conte d'Andersen est tristement beau, je trouve. Oui. C'est l'un des contes les plus beaux et tristes qui existent. Mais vive l'amour, quoi. Oui, exactement. Avec un grand comme tu dis. Voilà. C'est vrai qu'Andersen, alors lui, il est très différent de Grimm ou de Perrault. Même si certains sont tristes, mais il n'y a pas de choses, je trouve, aussi cruelles des fois que je vois dans les contes, voilà, comme Perrault ou voilà, ou d'autres. Il y a vraiment quelque chose de, c'est triste, mais c'est beau. C'est très très bien écrit. Tout à fait. D'ailleurs, au passage, pour le conte de La Belle au bois dormant, c'est l'un des seuls contes en fait où Perrault est aussi cru et aussi gore. Oui, enfin, il y a aussi Peau d'âne aussi. Oui, hein. Mais ça reste... avec l'âne et puis... Oui, c'est vrai. Mais ça reste quand même, on n'a pas l'habitude avec Perrault d'avoir quand même des contes aussi sombres, et alors que c'est plutôt Grimm qui fait ça. Oui. Donc ça fait bizarre aussi. Hein. Oui. Et c'est pour ça que Walt Disney, il a pris ce qui était positif en fait dans le conte de Perrault et dans les frères Grimm. Voilà. Et lui, par contre, il a fait que 3 fées. Il a créé que 3 fées. Et oui. Ouais. Alors, oui, on va donc se laisser parce que tu m'as proposé de passer une chanson, enfin une musique magnifique, donc de Tchaïkovski, donc de La Belle au bois dormant. Donc on va finaliser cette jolie chronique pour laisser la place après coup à Lunaya et le boudoir aux potions. Donc on va écouter cette magnifique musique. En tout cas, je te remercie grandement, ma très chère Agnieszka, pour ce superbe moment à découvrir et décortiquer le conte de La Belle au bois dormant. Merci à toi. Merci à vous tous. Très bon dimanche. À toi aussi. Et on n'oublie pas, bonne fête à toutes les mamans, parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mamans. Et oui. Bien sûr. Gros bisous à toi. Donc on se laisse, les amis. Et bonne fête à toutes les mamans du passé, du présent et du futur. Waouh. Donc on se laisse avec la musique The Sleeping Beauty de Tchaïkovski, et ensuite on retrouve notre merveilleuse Lunaya pour le boudoir aux potions. Gros bisous Agnieszka. Gros bisous Alina, gros bisous à tous les gens super. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Le boudoir aux potions. Et oui, vous l'aurez compris, mes très chers enchanteurs, il est 11h25 et donc il est temps du boudoir aux potions de notre très chère Lunaya. Coucou Lunaya. Coucou. Ça va bien ? À tous. Tu vas bien ? Oui ? Ça va, ouais, j'ai la pêche. Ah, merveilleux, hein, c'est à la pêche. Et en plus, ce matin, donc, tu vas nous parler de l'amitié. Ouais. Super sujet. Comment ? Super sujet. Ouais, vaste sujet, sujet qui me touche particulièrement. Et surtout, alors, il y a un truc que je tiens à dire qui est important. Parce que là, on parle de relations, et les relations, c'est quand même, c'est un peu comme l'amour, hein, faut faire attention, on badine pas avec ça. Je vais vous parler de plein de petites pocettes que j'ai mises au point, mais très, 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 très important, que je veux absolument vous dire, et qui est valable pour toutes les relations. On ne force pas les choses, n'est-ce pas ? Ah, mais totalement. On ne, oui.
Voilà, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, on ne peut pas forcer, voilà. Donc, ce que je vous ai concocté, c'est avec beaucoup de précaution et beaucoup de réflexion. Voilà. Et donc, il y a 5... Alors, il n'y aura pas de recette de cuisine, hein. Ça va être que des pocettes magiques, hein, cette fois-ci. Et il y en a 5, comme d'habitude. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je dis les noms de chaque truc ou est-ce que vous les découvrez au fur et à mesure? Je veux bien que tu nommes tout ce que tu vas proposer ce matin. Oui, je veux bien. Alors, on a déjà quelque chose, un petit rituel pour attirer les vraies amitiés. Ensuite, on a un autre rituel pour mettre fin aux disputes. Et ben oui, parce que ça peut arriver dans les relations d'amitié. En fait, c'est ça aussi. J'ai essayé d'aborder le sujet un peu sur différentes facettes de ce qui peut se passer dans une relation amicale. Ensuite, on a pour rester en contact avec un ami. Ensuite, on a pour obtenir le pardon. Alors, j'aurai quelque chose à vous raconter à ce sujet quand j'aborderai cette petite pochette. Et enfin, on a une spell jar pour une relation sincère et juste. Voilà. Donc, ça promet du bouillon, les amis. Donc, on t'écoute, ma très chère Lunaya. Donc, pour la première recette, c'est pour attirer les vraies amitiés. Voilà. Alors, pour ça, il va vous falloir une petite bougie blanche, un parchemin végétal, de l'encre rouge et une plume d'écriture ou ce qui va avec votre cœur pour écrire. Et vous allez donc allumer la bougie. Et à la lueur de cette bougie, vous allez écrire avec votre plume sur le parchemin l'incantation suivante. Je demande aux forces de la lune de faire en sorte que des amitiés sincères, vraies et loyales se présentent à moi et que j'ai la force et le discernement de les reconnaître. Awen. Alors, toujours, hein, moi je finis par Awen. Vous faites comme vous voulez. Amen, ainsi soit-il. Une autre langue, c'est à vous de voir. Et une fois que vous avez fait ce petit rituel, vous allez vous concentrer bien sur votre demande avec tout votre cœur. Et vous allez laisser la bougie se consumer entièrement. Et ensuite, le petit parchemin, vous allez le ranger dans un endroit sûr. Alors, c'est pas pour rien que j'ai mis dans les ingrédients une petite bougie, parce qu'il faut la laisser se consumer entièrement. Donc, prenez pas une bougie qui brûle 24 heures. Parce que c'est dangereux de laisser une bougie sans surveillance, d'accord? Donc, il existe des toutes petites bougies qui brûlent en peu de temps. Utilisez une comme ça. Voilà pour ce petit rituel. Et surtout, c'est vrai que c'est important pour moi dans l'incantation d'insister sur avoir la force et le discernement de les reconnaître. Parce que je sais par expérience personnelle que les vraies amitiés, elles n'arrivent pas toujours de là où on croit. Donc, il faut se laisser surprendre par la vie. Ensuite... Comment? Non, je dis c'est vraiment bien dit, ma petite Lunaya. C'est vrai. Ah, ouais, la vie m'a appris qu'il faut savoir ouvrir ses œillères et être réceptif à ce que la vie nous apporte, même si on n'y croit pas. En fait, il faut ouvrir ses yeux et son cœur. C'est clair. Alors, pour mettre fin aux disputes, alors je rappelle, on ne force rien, d'accord? Là, je vous fais une proposition. À vous de l'adapter comme vous le souhaitez. À vous de voir aussi avec les personnes concernées par la dispute, si vous souhaitez leur faire part de ce que vous souhaitez faire ou non. C'est en votre âme et conscience. OK? Alors, pour ça, il va vous falloir des photos des personnes qui sont concernées par la dispute. Ça peut être vous. Hein, parce que... Bref, vous verrez, j'ai bien détaillé le truc. Il vous faut un pot de miel. Alors, je vous conseille de prendre un petit pot de miel. Pas quelque chose de très cher, parce que pour moi, le miel est un trésor. On s'en sert dans pas mal de choses.
Donc, ne prenez pas un pot de 1 kg pour faire ça. Et vous comprendrez à la fin du rituel pourquoi. Il vous faudra un ruban blanc et une petite pierre de prasem. Alors, c'est un nom peut-être que vous connaissez pas. En fait, c'est un quartz vert. On peut aussi l'appeler quartz prase, mer d'émeraude, quartz émeraude ou prase tout simplement. C'est un petit quartz vert qui se trouve normalement assez facilement. C'est pas, mais le prasem, c'est le nom scientifique. Ensuite, alors évidemment, si j'ai choisi cette pierre, c'est parce que c'est une pierre qui a la faculté d'adoucir les disputes. Ce rituel, il peut donc agir dans des situations qui vous concernent de près ou de loin, que ça vous concerne vous directement ou des personnes autour de vous. Vous allez mettre les photos des personnes ainsi que la petite pierre dans le pot de miel et vous allez refermer le pot et le nouer à l'aide du ruban blanc. Et vous allez dire une phrase. Alors, j'ai mis 2 phrases différentes en fonction de soit si vous faites partie de la dispute, soit si c'est d'autres personnes que vous. Donc, je vais vous dire les deux, si vous êtes dans la dispute. Donc, vous allez dire que moi-même, et vous nommez votre nom, et là, vous nommez là ou les personnes concernées, parce que ça peut être avec plusieurs personnes. Oublions les frictions, que nous nous retrouvions et redécouvrions la paix et l'harmonie dans notre relation. Awen, Awen, Awen. Et si vous n'êtes pas concerné par la dispute, vous allez dire que, et vous nommez la personne, et vous nommez la seconde personne, et puis s'il y en a 3, vous nommez la 3e, et s'il y en a 4, vous nommez la 4e, etc. Oublie les frictions, qu'ils se retrouvent et redécouvrent la paix et l'harmonie dans leur relation. Awen, Awen, Awen. Alors évidemment, s'il s'agit que de femmes, vous pouvez mettre au féminin. Ensuite, vous allez mettre le pot de miel en lieu sûr jusqu'à ce que la dispute trouve une issue. Alors attention, trouver une issue, ça ne veut pas dire tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça peut aussi être que les personnes se rendent compte qu'elles n'ont plus rien à faire ensemble, que cette relation ne les mène plus à rien chacune de leur côté et qu'elles veulent reprendre chacun son chemin sans croiser l'autre. Et c'est aussi une issue, même si ce n'est pas forcément celle à laquelle on pensait. C'en est une quand même, d'accord ? Le but, c'est pas de forcer des amitiés à se reconstruire si elles n'ont pas à se reconstruire. Hein. On est d'accord ? Et ensuite, vous allez retirer la photo du pot de miel. Vous allez jeter les photos. Vous retirez aussi la pierre. Donc la pierre, vous allez la nettoyer, la purifier, la recharger. C'est très important. Et vous redonnez le miel à la nature. C'est pour ça que je vous disais de ne pas utiliser un très gros pot de miel. Vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser des grosses photos, des petites photos, ça suffit. Parce que le miel est un trésor et que ça ne sert à rien d'utiliser 1 kilo de miel pour ça. On est d'accord ? Tout à fait. Comme on dit, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Voilà. Et ensuite, nous avons ce petit rituel pour rester en contact avec un ami. Alors là, vous verrez, c'est un rituel qui se fait avec l'ami en question. Donc, évidemment, l'ami, il faut qu'il soit d'accord. Hein. On ne lui impose pas un rituel sans lui demander son avis. Alors, pour ça, il va vous falloir une bougie bleue. Alors, le bleu, c'est la couleur de l'amitié. Une poignée de graines de carvi. Donc ça, c'est pour la lucidité. 2 sachets bleus. Alors, c'est pour la communication. Le bleu, c'est l'amitié et la communication, la couleur bleue. Une petite mèche de cheveux de chacun de vous. Donc, vous-même et la personne avec qui vous voulez faire le rituel. Une feuille de papier bleu coupée en 2. Un stylo rouge et 2 pierres de calcédoine bleue qui favorisent la communication. Donc là, on est vraiment dans l'idée de rester en contact avec quelqu'un. Pas forcément quelqu'un qui va partir loin. Hein. Ça peut être tout simplement ne pas vouloir perdre une relation, même si la personne est à côté. Ça peut arriver qu'on ne parle pas pendant longtemps à la personne qui est à côté. Alors, ce rituel se fait par une nuit de pleine lune. Et vous allez allumer la bougie bleue. Vous allez faire un cercle magique et vous allez vous asseoir dans ce cercle avec la personne, et donc soit qui s'en va, soit avec qui vous voulez garder contact. Et vous lui tenez les mains et vous allez dire
Déesse mère, je te prie d'empêcher, et donc là vous dites le nom de la personne, de trop s'éloigner. Garde-nous en constante relation. Déesse mère, qu'il en soit ainsi. Awen, Awen, Awen. Ensuite, vous allez prendre votre petite mèche de cheveux et la mettre dans le sachet avec la moitié des graines de Carvi et une des 2 pierres de calcédoine bleue. Et votre nom écrit en rouge sur l'une des moitiés du papier bleu. Et vous allez la donner à votre ami. Et ensuite, l'ami va faire la même chose dans l'autre sens. Mettre une mèche de ses cheveux, les graines de Carvi, donc l'autre partie des graines, la deuxième pierre et son nom écrit sur le petit papier et il vous donne le sachet. Et tant que vous portez ce sachet sur vous, vous resterez en contact. Et à la fin, vous allez éteindre la bougie, mais vous n'allez pas souffler dessus. Il faut éteindre avec un éteignoir ou ce que vous voulez, mais n'utilisez pas la force du vent en fait pour éteindre la force du feu. Et puis vous allez fermer le cercle magique. Voilà. Je me permets de partager quelques petits extraits de ton plan sur le chat. Ah oui, vas-y. Mais n'hésitez pas à contacter Lunaya par mail, donc lunaya@radiofantasia.fr. Voilà ce que j'allais dire. Voilà. Et aussi, petite précision, quand j'utilise les termes rester en contact, c'est pas seulement se téléphoner ou s'envoyer des messages, c'est aussi penser à la personne. Ça peut être un contact énergétique et sentimental. Et pour moi, la base de toute bonne relation, c'est ce premier contact-là, avant même de se parler pendant 3 heures tous les jours. Vous voyez ce que je voulais dire? Et même si, évidemment, ça facilite les choses. Hein, mais... Un contact émotionnel, quoi. Une pensée. Voilà. Oui. Des méditations aussi. Hein. Oui. Et puis, des fois, ça peut être juste envoyer un petit mot, dire « je pense à toi ». Voilà. Moi, ça m'arrive régulièrement. J'ai une amie qui est en souffrance, que je sais qu'elle peut pas répondre beaucoup aux messages, mais je lui envoie juste une petite pensée, ça lui fait du bien et ça suffit à consolider la relation, en fait. C'est beau, hein. Oui. Des fois, il suffit peu, hein. Il suffit juste un petit message. Ouais, c'est ça. Ou un bisou. Ouais. Pouf, comme ça, au moment où tu sais qu'elle en a besoin. C'est clair. Alors... Celle-ci, pour obtenir le pardon, j'ai quelque chose à vous raconter. Parce qu'il y a une super synchronicité qui s'est mise en place. Ce plan, je l'ai fait il y a plus d'1 mois. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, à la base, j'avais décidé de le faire le mois dernier. Et puis en fait, il y avait le sabbat. Donc du coup, j'ai fait sur le sabbat. Et vendredi dernier, j'ai repris mon plan pour me le remettre en tête déjà. Et puis pour le compléter, parce que j'ai toujours des choses qui me viennent en tête. Où je me dis, tiens, je vais faire plus comme ci, comme ça. Tiens, je vais rajouter ci, je vais rajouter ça, etc. Et concrètement, je me rappelais plus. Enfin, je savais le thème, mais je me rappelais plus que j'avais mis ce petit rituel pour obtenir le pardon. Et disons que à peu près 1 heure avant que je rouvre mon plan pour retravailler dessus, je discutais avec un ami très 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 cher à mon cœur, avec qui la relation est devenue vraiment encore plus magique depuis 1 semaine. Et donc juste avant, on parlait de ce que veut dire le mot pardon en fait. Et je lui ai parlé du langage des oiseaux, pardonner. Pardon de soi, ou pardonner, une part donnée à l'autre, ou une part... faut s'intéresser au langage des oiseaux sur le mot pardon, c'est vraiment très puissant quand on connaît vraiment... Quand on voit une autre façon d'interpréter le mot, ça prend tout son sens. Et je rouvre mon plan et je tombe dessus. Je dis non mais c'est pas possible. Voilà, ça aussi c'est la magie de l'amitié, je dirais. Je sais pas ce que t'en penses.
Bah écoute, c'est une magnifique expérience et preuve justement que parfois on fait des choses, on se rend pas compte, mais il y a des corrélations qui arrivent tout autour de nous dans notre vie et on se dit punaise. Mais ça arrive à ce moment-là. Mais un hasard ou pas? Non, moi je sais que c'était pas un hasard. C'est voilà. Surtout qu'en fait il y en arrive énormément des synchronicités cette semaine et qui nous renforce dans cette relation qui est sublime. Donc c'est juste magique. Voilà. Alors là aussi, attention, hein, je le répète, on ne force personne. Et j'ai bien pesé mes mots dans ce rituel et je vais vous expliquer au fur et à mesure tout ça. Pour ce petit rituel, il va vous falloir de l'encens de tilleul. Donc ça, c'est pour éloigner le sentiment de tristesse. Il va vous falloir de la fougère en poudre. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais la fougère est un symbole de chance. Une bougie blanche, une feuille de papier blanc et un feutre rouge. Un feutre ou un stylo, enfin quelque chose pour écrire en rouge. Vous allez allumer la bougie et l'encens. Et vous allez prendre ensuite la feuille blanche et écrire avec le feutre le nom de la personne dont vous souhaitez obtenir le pardon. Faites glisser 2 pincées de fougère sur la feuille et vous répétez son nom à 2 reprises. Et ensuite, vous allez répéter cette incantation 3 fois. Accorde-moi ton pardon. Là, vous dites le nom de la personne. Tu es un ou une amie sincère. Accorde-moi ton pardon, c'est mon vœu le plus cher. Et alors attention, je vais vous dire quelque chose qui est absolument important maintenant. Vous allez rester concentré sur la raison pour laquelle vous demandez ce pardon. Parce que fatalement, si vous demandez le pardon, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, où vous vous sentez responsable, où vous vous sentez mal. Et que moi, je pense que c'est que vous avez quelque chose à apprendre sur vous. Et donc, vous repensez vraiment à ce qui a initié cette situation dans laquelle vous êtes, d'avoir besoin du pardon de quelqu'un. Mais surtout, le plus important, c'est de vous pardonner à vous-même. Et c'est là aussi que le langage des oiseaux sur le mot pardon est génial, parce que c'est la part, P-A-R-T, donnée. Quand on pardonne à quelqu'un, ou qu'on se pardonne à soi-même, on remet en place la part qui appartient à chacun. Et je ne parle pas seulement de part de responsabilité, je parle aussi d'énergie. Je parle du fait que quand on fait du mal à quelqu'un, que ce soit conscient ou inconscient, on lui vole une partie de son énergie. Et le fait de se pardonner à soi-même et de pardonner à quelqu'un d'autre, c'est lui redonner ce qui lui appartient et récupérer ce qui nous appartient. Et c'est vraiment important. De toute façon, moi, j'ai vraiment expérimenté ça dans ma vie, surtout avec la maladie. C'est que quand on regarde soi-même ce qu'il en est vraiment, toutes les bêtises qu'on a pu faire ou dire, parce que personne n'est parfait. Quand on se rend compte de ça, qu'on se pardonne à soi-même, eh bien, en fait, les autres, ils vous pardonnent aussi, parce que sa propre énergie change. Et c'est magique en fait. C'est des échanges d'énergie qui sont tellement importants. Mais il faut qu'on garde ses propres énergies et qu'on ne vole pas l'énergie des autres. Voilà, petit moment philosophique. Et ensuite, vous allez éteindre la bougie et l'encens s'il brûle toujours. Alors j'ai bien ajouté s'il brûle toujours parce que ça peut prendre du temps d'analyser et de réfléchir à tout ça. C'est pas en 5 minutes que vous ferez ce rituel, hein, on est d'accord? Voilà. T'en penses quoi, Lina? Alors je t'écoute, en même temps j'échange sur le chat, je réponds notamment à Robert parce qu'il nous dit tout ça c'est très bien, mais avant de demander le pardon, il faut reconnaître sa faute, il me semble. Alors, ouais, c'était justement ce que je disais, ouais. Voilà. Et donc j'étais en train d'expliquer effectivement Robert, le X, c'est que en fait il y en a peu qui reconnaissent leur faute, que ce soit nous-mêmes, hein.
en ayant tort, Oui. ou l'autre qui a tort. Donc c'est bien de faire un petit rituel justement qui permet de lâcher prise en fait avec tout ça et de remettre un petit peu l'église au centre du village pour se sentir mieux déjà émotionnellement. Et comme tu disais tout à l'heure, chacun reprend un petit peu ses énergies et ça nous fait plus souffrir en fait, tout simplement. C'est juste pour arrêter de souffrir quand on y pense. Oui. Et après, moi personnellement, j'ai des personnes dans ma vie qui m'ont fait énormément de mal. Je ne vais pas vous donner les détails. La plupart de ces personnes, je leur ai pardonné, mais je leur ai jamais dit que je leur avais pardonné, parce que ça m'appartient. Ils n'ont pas à savoir ça déjà, parce que ces personnes-là, je sais parfaitement que si je leur dis je t'ai pardonné, elles vont se dire c'est la porte ouverte, c'est bon, je peux recommencer. Ou même parce se que moquer, ou même se moquer. Genre pardonner de quoi ? Pourquoi tu me dis ça ? Ouais. Voilà. C'est ça. Et parce que ça nous appartient. Et c'est vrai que là, dans ce rituel, demander le pardon de quelqu'un, ça, voilà, comme je disais, ça passe par se pardonner à soi-même. Et peut-être qu'après ce rituel, on n'obtiendra pas le pardon de cette personne, en tout cas pas verbal. Mais le fait de poser les choses dans le conscient, de voir les fautes qu'on a commises et d'aller dire pardon si on le souhaite, ça remet les énergies à leur place. Ça ne veut pas dire que parce que si vous demandez le pardon à quelqu'un parce que vous avez vraiment fait quelque chose d'horrible et que cette personne ne veut plus entendre parler de vous, là, le but, c'est pas que cette personne revienne dans votre vie comme si rien ne s'était passé. Non, parce que les choses qui se sont passées. On ne peut pas revenir dessus. Mais c'est remettre les énergies à leur place, chacun les siennes. C'est faire amende honorable avec soi-même et avec l'autre. Et après, il s'ensuit ce qui doit s'en suivre. La relation se reforme ou pas. Mais le pardon est là. Et c'est une base solide pour se reconstruire, en fait. Oui. Et puis pardonner ne signifie pas oublier non plus. Donc on ne réitère pas les mêmes erreurs. Voilà. C'est vrai que la communication, c'est toujours compliqué, en amitié ou pas, mais la communication au sens large. Et on est toujours le miroir de l'autre, en fait. Quand on ressent des émotions face à l'autre, c'est plus ou moins, en fait, le miroir de notre propre être. Quand on aime quelqu'un, quand on adule quelqu'un, c'est le miroir de notre propre être. Donc c'est vrai que quand les choses ne se passent pas correctement, c'est notre propre vision de ce que l'on a de l'autre, en fait. C'est pas parce que tu me perçois de cette manière que je le suis réellement comme ça. C'est parce que c'est le miroir de ce que tu ressens de moi à ce moment-là. Donc ça aussi, c'est bien de le savoir, de le comprendre, de le conscientiser, parce que c'est là, en fin de compte, je pense, à mon sens, que partent toutes les disputes ou même les haines, quand ça va très loin, ou alors l'euphorie d'être complètement dans l'idolâtrie d'un personnage, une personne, etc. Il faut s'aimer d'abord soi-même, on le dit souvent, mais c'est vrai, parce qu'à partir du moment où on s'aime soi-même, peu importe ce que l'autre dira de toi, tu sais concrètement ce que tu es et ce que tu vaux. Et personne ne sait ce que tu es et ce que tu vaux à part toi-même. Donc il faut s'accrocher à ça, je pense, aussi. Et ça évite j'irais même plus loin dans ta réflexion. Oui. Parce que justement, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais je l'ai dit différemment. Dans mon entourage, mes problèmes de santé ont été compliqués. Et donc, du coup, je vivais très, très mal qui je suis dans mon corps. Le jour, non, ça y est, plus de 10 ans de ça, le jour où je me suis regardée dans un miroir et que je me suis dit, j'ai le droit d'être qui je suis et d'être heureuse comme je suis sans que l'on vienne m'agresser. J'ai le droit d'être moi. C'est tout simple. J'ai commencé à m'aimer moi-même. J'ai encore du travail à faire, mais c'était déjà un bon début. Et les gens autour de moi ont changé leur attitude, mais de tout au rien. Ça a été hallucinant. Les gens ont commencé à accepter les choses, à m'accepter telle que je suis, à m'écouter. Et je parle de ma famille proche, là. Et donc, c'est puissant. Le fait d'apprendre à s'aimer soi-même et à se pardonner soi-même, ça envoie une énergie autour qui est d'une puissance qu'on n'imagine pas. Voilà. Tu m'émeus à mort.
C'est tellement vrai, c'est tellement beau ce que tu dis là, Lounoya, vraiment. En plus, on a plein de retours là sur le chat. Je sais pas si t'as vu. Ah, désolée, je lis pas trop le chat. C'est vrai, quand on est en live, c'est pas facile, hein, je veux dire. Mais voilà, tout le monde est très ému aussi. Et Kadarn, Adélie, Mimi, enfin, il y a plein de retours là sur le chat. Je lirai après. Voilà, donc voilà. C'est encore une magnifique chronique, hein, remplie d'émotions, autour de l'enchantement. Comme vous le savez, hein, le réveil des enchanteurs, c'est aussi ça. C'est plein de sujets autour de l'émotivité, notamment pour évoluer, pour grandir, faire des petites choses toutes simples. Hein. On a l'impression que c'est tout simple, hein, mettre des petites pierres, des choses comme ça, mais c'est l'intention en fait. L'intention est énorme dans toute cette pratique magique. Donc tant que vous avez la conscience, que vous conscientisez tout ça, ça marche quoi, ça marche. Mais il faut avoir la conscience de ça aussi. Hein. C'est pas juste je mets une petite pierre, petites effluves, etc. Non, c'est vraiment prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire au moment où vous le faites. D'ailleurs, il y a une question d'Adélie qui est très pertinente. Alors moi j'ai répondu, mais elle te posait aussi la question. Elle a cru comprendre qu'il fallait éviter d'éteindre la bougie en soufflant dessus. Tu en penses quoi? C'est vrai que je n'aime pas trop ça parce que ça symbolise l'élément du vent qui prend le dessus sur l'élément du feu. Et pour moi, chaque élément est complémentaire l'un avec l'autre. Et du coup, surtout dans le cadre d'une pratique magique, et en plus si on fait appel aux éléments, puisque je sais qu'il y a certains praticiens qui font appel aux éléments, il faut éviter de manifester le fait qu'un élément puisse prendre le pas sur l'autre. Pareil avec de l'eau, d'ailleurs, pas éteindre le feu avec de l'eau. Vous voyez, les éléments se complètent, mais peuvent aussi se discuter. Je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, on peut éteindre le feu avec l'eau. On peut avec l'été noir créer du comment avec l'été noir, c'est ce que je disais effectivement. Oui, c'est ça. Moi j'ai un été noir, donc l'été noir ça permet tout simplement d'éteindre la flamme de façon plus naturelle en fait. C'est pas un élément qui vient agresser un autre élément. C'est comme ça que je vois les choses. Alors moi, je trouvais que justement d'humidifier ses doigts aussi pour pouvoir éteindre la flamme permettait justement l'arrêt de cette flamme tout en douceur. Je sais pas ce que tu Oui, aussi. Aussi. Bon, après, mais pas un verre d'eau, quoi. Non, c'est un tout léger filet d'eau, en fait. Donc, non. Parce qu'après, l'été noir, c'est pareil. C'est le principe de l'été noir, quand on le met dessus, c'est qu'on prive le feu d'oxygène et donc il s'éteint. Donc, on peut... Voilà, c'est un peu pareil qu'avec les doigts mouillés. En fait, on mouille ses doigts. Si on mouille ses doigts, ça n'est pas pour mouiller la flamme. C'est pour ne pas se brûler les doigts. C'est ça. Non, c'est intéressant que tu le dises, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser autre chose. Mais oui, c'est ça. Pour pas se brûler. Voilà. Mais il y a quand même l'élément eau qui est abordé. Donc, c'est vrai que... Oui, voilà. Mais en petite quantité. C'est comme avec l'été noir, l'élément air est aussi abordé, mais c'est pas un souffle dessus, tu vois. Après, si le rituel est orienté aussi autour de l'élément eau, ça peut être pertinent. Oui. Après, faut chacun déjà le voit comme il le ressent. Et Et ça dépend du rituel qu'on va faire. Par exemple, moi, quand j'utilise l'élément feu pour brûler un bout de papier, je ne l'éteins pas en soufflant dessus, la bougie, parce que tout simplement, c'est moi, c'est personnel, hein, pour moi, ça symboliserait que du coup, ce que j'ai... alors souvent c'est quelque chose qu'on veut détruire en fait quand on utilise le feu pour brûler un bout de papier. Par exemple, c'est un des rituels de brûlage de peur que je fais de temps en temps. Je brûle des bouts de papier. Donc voilà, brûlage de peur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et si je souffle ensuite sur la flamme qui a brûlé ces papiers, donc ces énergies, ces peurs dont je veux me débarrasser, et du coup je remets ces énergies dans le vent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, oui. De toute façon, c'est le but pour pas mal de rituels. Hein. Et donc, du coup, si je remets ces énergies dans le vent en soufflant dessus, potentiellement, elles peuvent revenir vers moi. Parce que le vent circule. Donc, je ne l'éteins pas avec du vent.
Mais il faut que chacun réfléchisse à ça, il faut que ça résonne en chacun. Je veux dire, si quelqu'un préfère souffler sur sa bougie, qu'il souffle sur sa bougie, tant qu'il a conscience de ce qu'il fait. En fait, c'est ça, c'est important, c'est avoir conscience de ce qu'on fait. Et de savoir pourquoi on le fait. Et alors, est-ce que je vous parle de la spelljar ou pas? Oui, c'est vrai, il reste encore la spelljar. Bon, on a encore un petit peu de temps. Vas-y. Ah, celle-ci, je l'ai faite exprès pour vous, en plus. Ça promet du bouillon. Alors, juste petit récapitulatif pour dire ce qu'est une spelljar, parce qu'on a peut-être des enchanteurs qui connaissent pas trop l'univers de la magie. Spelljar, littéralement, ça veut dire bouteille de sort, bouteille magique. C'est un petit récipient dans lequel on va mettre différents éléments les uns sur les autres, avec chacun leur symbolisme et leur utilité, avec incantation ou non, ça dépend des personnes. Moi, j'aime bien me poser des mots sur mes intentions parce que j'aime que les choses... chaque mot a un sens et un poids pour moi. Je les choisis tous en conscience. Et ce que je fais, je le fais pas par hasard. Donc, je mets pas juste paf, 3 trucs dans ma petite tuque, je ferme et merci, au revoir. Non. Voilà. Faut que je sache pourquoi je le fais. Donc, je mets une incantation et je dis à ma spelljar pourquoi elle existe, quel est son but, pourquoi je la fais. Voilà. Ça va? C'est parfait. Alors, je ne sais pas si tu as vu, Alina, que je t'ai envoyé un mail juste au début de l'émission ce matin parce que je pensais à ce que j'allais dire et j'ai rajouté en fait juste une phrase sur mon plan parce que je savais que j'allais la dire, mais je trouvais important que ce soit écrit pour les personnes qui potentiellement n'écouteraient pas l'émission mais qui voudraient quand même avoir le plan. Voilà la phrase que j'ai ajoutée, que je vous ai déjà dit, mais je vais le redire. On ne force pas une relation. C'est une spelljar pour une relation sincère et juste, mais si vous décidez de faire cette spelljar, donc c'est avec une personne avec qui vous êtes déjà en relation, assurez-vous d'avoir son accord avant de faire cette spelljar, d'accord? On ne force pas les choses. Alors, pour ceci, il va donc falloir une petite fiole en verre. Ah oui, donc je précise, moi j'utilise toujours du verre, pas du plastique, ni du métal. Déjà du verre parce que c'est transparent et que c'est important qu'on voit les éléments à l'intérieur parce que chaque élément est là en conscience et pour une bonne raison. Et le plastique, on ne peut pas dire que c'est génial. Et après, il y a des fioles en métal et tout ça, mais pour moi, le verre a plus de sens dans les spelljars. Une bougie ou de la cire bleue. Donc ça, c'est pour fermer la spelljar. Donc soit une bougie, soit de la cire. C'est selon ce que vous avez. Du sucre roux. Alors là, je vais peut-être en étonner quelques-uns, mais d'habitude, j'utilise du gros sel, même plutôt du sel d'Himalaya dans les spelljars pour la protection et favoriser la conservation des éléments. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Parce que quand on met des plantes, si elles sont pas parfaitement sèches, même si on a l'impression qu'elles sont parfaitement sèches, parfois il peut rester un peu d'humidité. Et si on les met dedans sans un élément qui va potentiellement, mais qui va absorber l'humidité, ça peut moisir à l'intérieur. Donc d'habitude, j'utilise du sel. Mais là, j'ai fait le choix du sucre roux. Parce que dans l'intention et pour cette spelljar qui est une spelljar relationnelle, l'énergie est beaucoup plus douce pour le sucre roux que le sel. Donc voilà, pour celle-ci, ce sera du sucre roux. Roux, pourquoi? Parce qu'il est non raffiné et que c'est meilleur. Alors, excuse-moi, je te coupe. Ce qui est super dans ta chronique, c'est aussi que tu expliques pourquoi tu utilises tel ingrédient. Et ça, je vous le dis, les amis, on retrouve rarement ce genre d'éléments dans tout ce qu'on peut voir sur Internet. On nous donne toujours des recettes, mais on ne nous explique pas pourquoi il faut utiliser tel ou tel ingrédient pour confectionner le rite. Donc, c'est un grand merci à toi, big up, Lunaya. Vraiment. Oh, bon. Et moi, en ça plus, me fait plaisir. Tu le précises aussi dans le plan, donc c'est intéressant aussi que les enchanteurs le sachent. Oui, j'écris, oui, sinon ça n'a pas de sens. Alors, du basilic séché et une coquille de bigorneau. Ça, c'est pour l'amitié. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait des petites innovations sur mon plan ce fois-ci, puis ça annonce des choses pour l'année prochaine.
je vais commencer pour vous à utiliser d'autres éléments que j'affectionne particulièrement, les pierres. J'ai une formation en lithothérapie. Et les coquillages, parce qu'ils ont tous une symbolique. Et ça, on verra ça à la rentrée. Voilà. Ensuite, je vous laisse vous imaginer pour plus tard. Donc, le bigorneau, c'est donc un coquillage qui symbolise l'amitié, tout comme le basilic séché, c'est pour l'amitié. Il vous faudra du fenouil séché pour la fidélité, une pierre de lapis-lazuli pour l'authenticité. La lapis-lazuli favorise l'authenticité et aussi la prise de parole dans la justesse. Donc, par exemple, si vous avez un entretien d'embauche et que vous avez peur de vous embrouiller, portez du lapis-lazuli. Entretien d'embauche ou autre, mais si vous avez besoin de parler, en fait, le lapis-lazuli aide à sortir la vérité correctement. Ensuite, un morceau de papier bleu, on retrouve évidemment du bleu. Vous allez inscrire le nom de la personne et de quoi faire fondre la cire. Vous allez mettre les ingrédients un par un dans la petite fiole en verre et pour chacun, vous allez dire quelque chose. Donc, pour le sucre roux, vous mettez sucre roux et vous dites « Sucre cristallisé, apporte la douceur de mes sentiments sincères et que ta magie opère. » Ensuite, vous rajoutez le fenouil et vous allez dire « Fenouil, apporte la fidélité dans cette relation et que ta magie opère. » Le basilic et la coquille d'ormeau. Et vous allez dire basilic d'ormeau, de bigorneau. Pourquoi je dis d'ormeau? Pardon, de bigorneau. Basilic et bigorneau, apportez l'énergie de l'amitié sincère et que vos magies opèrent. Vous mettez la petite pierre de lapis-lazuli et vous dites lapis-lazuli, apporte l'authenticité dans notre relation, que nos mots soient justes pour chacun de nous et que ta magie opère. Et ensuite, le morceau de papier bleu avec le nom de la personne que vous aurez écrit dessus. Et là, vous dites, donc vous citez la personne, que cette amitié nous apporte richesse d'émotions, joie dans nos cœurs et soutien dans nos vies. Puis vous allez refermer la petite fiole, vous allez faire fondre la cire ou la bougie bleue sur le bouchon et vous allez dire que cette magie venant d'un cœur sincère et généreux nous soit bénéfique en tout point. Awen, Awen, Awen. Et voilà. Et après cette spell jar, vous la mettez où vous voulez. Vous pouvez, soit il y en a qui décident de les cacher pour que leur magie opère en secret. Il y en a qui décident de les mettre au vu pour pouvoir regarder cet élément et se rappeler la magie qu'on y a mis dedans. Moi, c'est ce que je fais. Les spell jars ne sont pas cachés. Chacun fait comme il le souhaite et comme il le ressent surtout. Voilà. Eh bien, merci ma très chère Lunaya. Et c'est vrai que tu as un petit peu expliqué ce qui allait se passer pour la prochaine saison. Et donc, on te retrouvera plus le 4e dimanche du mois, mais le 2e dimanche du mois, à partir de septembre. Donc, retour le 8 septembre. Je vous rassure, elle est encore là pour le mois de juin, Lunaya. On arrive en fin de saison, vous savez, on s'arrête en juin. La dernière émission du Réveil des Enchanteurs est le dimanche 7 juillet. Donc ce sera une émission vraiment spéciale orientée sur toute la saison qui vient de s'écouler et le futur pour la prochaine saison. Donc, et puis aussi des petites surprises avec des backstage assez olé de cette saison-là. Donc ça va être aussi une magnifique émission dernière avant les vacances, les grandes vacances. Et on se retrouvera donc dès le 1er septembre, le dimanche 1er septembre pour la grande rentrée. Mais effectivement, avec Lunaya, on a échangé. Et donc, ta chronique va s'appeler le boudoir aux pocettes. Et voilà, parce qu'évidemment, le mot possette, franchement, j'y tiens en fait. C'est ce qu'on appelle un lapsus révélateur. Tout à fait. Et qui était arrivé en direct lors de l'une de tes chroniques. Énorme. D'ailleurs, je me suis surprise moi-même. Vous verrez, il y a un replay sur notre chaîne YouTube qui s'appelle d'ailleurs comme ça, Magie et possette. Vous comprendrez en écoutant ce replay. Et parce qu'en fait, c'est un mix entre recettes et potions. Voilà. C'est ça. Elle nous a inventé ce mot-là d'un coup. Ouais. Et je viens de voir une question de Abyss sur le chat, je vais lui répondre. Elle demande si on peut utiliser des coquilles d'escargot à la place des coquilles d'ormeau. De bigorneau. Je suis tellement habituée à dire ormeau. Alors, je suis désolée, je vais peut-être pas répondre à ta question. Tu vas peut-être y répondre toi-même. Pourquoi
Est-ce que c'est parce que le bigorneau n'y a pas accès ou parce que pour toi, la coquille d'escargot a cette notion d'amitié? Déjà, réponds à cette question. Les coquillages, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas envie de spoiler les futures émissions. Mais les coquillages ont toutes des symboliques en fonction de leur forme. Donc, et on se rend pas compte à quel point il y a des formes tellement différentes dans les coquillages. Donc, c'est à toi de voir si voilà, ce que ça, si c'est une problématique pour toi, la coquille de bigorneau. Mais alors, je viens de voir, parce que t'as pas la mer près de chez toi, mais t'as peut-être un poissonnier. Voilà, juste une idée comme ça. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, les coquilles de Saint-Jacques qui aident à recharger les pierres, moi, je vais au poissonnier vers chez moi quand ils font, par exemple, des coquilles Saint-Jacques, vous savez, ça s'appelle des coquilles Saint-Jacques, simplement. Enfin, à la bretonne ou autre, hein, d'ailleurs. Dans une coquille, qu'ils utilisent la Saint-Jacques, les coquilles, ils les jettent. Et donc, allez voir votre poissonnier, je suis sûre que vous pouvez récupérer des coquillages vides. Voilà. Petit conseil. Et dernière chose que je vais dire, parce que je ne vais pas trop laisser en longueur, mais c'est pour la prochaine émission, on va parler de l'ITA. Oui, ça arrive à grands pas. Voilà. Et je voulais vous annoncer qu'étant donné que la radio est fermée pendant l'été, mais qu'il y a l'Uniasad qui passe par là quand même au mois d'août, je vous prépare quand même quelque chose pour l'Uniasad. Donc, si vous voulez, je parlerai de l'ITA à la prochaine émission. Mais si vous voulez aussi le plan de l'Uniasad, le mois prochain, vous me demanderez, je vous enverrai les 2 plans. Voilà. Waouh, que du bonheur. Un énorme merci à toi, ma très chère Lounaya, pour cette merveilleuse chronique. Un grand merci également à tous les enchanteurs, animateurs et chroniqueurs qui sont venus aujourd'hui pour concocter cette merveilleuse émission, Le Réveil des Enchanteurs. Vous voyez, c'est plein de belles choses chaque dimanche. C'est un petit peu différent suivant l'ambiance, l'univers que les chroniqueurs nous proposent. Un grand merci à Agnieszka pour cette magnifique chronique autour des contes de fées. On a hâte, comme chaque 4e dimanche, de la retrouver. Et après coup, on a Lounaya autour du boudoir aux potions. Donc, vraiment un grand merci à vous et puis surtout big up à la nouvelle chronique Le Secret des Plantes maintenant qui va être présent chaque dimanche en compagnie donc de Sylvain, Abyss et Cadarne qui nous concoctent de jolies choses autour des plantes bien sûr et donc ça promet du bouillon pour la prochaine saison. Moi je te le dis Lounaya, tu verras, ça va être magique. Ouais. Et puis je pense qu'il y a peut-être encore des surprises qui vont arriver. Mystère et boule de chewing-gum. En tout cas, un grand bravo à toi, un grand merci à toi, un gros bisou à tous les enchanteurs. Belle fête à toutes les mamans. D'ailleurs, je fais des bisous à ma petite mamounette qui était sur le chat là tout à l'heure. Donc, on l'embrasse bien fort. Bonne fête à toutes les mamans. Et bon dimanche à toi, ma très chère Lounaya. Bon dimanche à toi, bon dimanche à tous et merci à tous pour votre présence sur le chat. Plein de bisous. Bisous. Donc on n'oublie pas ce soir entre 20h et 21h bien sûr la croisière folk avec Eric Cooper et ensuite l'émission entre 21h et 23h. Faut qu'on en parle ce soir, dimanche soir. Et la rediffusion de cette émission sera donc cet après-midi entre 16h et 18h et en replay podcast sur notre chaîne YouTube Antasia TV à partir de demain les amis. Demain en fin de journée. Gros bisous et bon dimanche à tous. Ciao ciao.